Il faut absolument que vous veniez chez nous. Je n'avais que 2 idées en tête. Travailler et travailler. C'est du joli travail. We have work to do. Bienvenue dans Recrute-moi si tu peux, le nouveau podcast dédié au recrutement, au RH et à la marque employeur. Recrute-moi si tu peux est une production Happy to Meet You. Je m'appelle Claire Adam et depuis 14 ans, j'observe le monde du travail. Un monde qui a bien changé, vous ne trouvez pas ? Recrute-moi. Recrute-moi. Allez, recrute-moi. Recrute-moi si tu peux. Recrute-moi si tu peux. Si tu peux. Recrute-moi si tu peux. Bien, il est temps de se mettre au travail. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Pierre Monclos, DRH et expert en digital learning chez YouKnow. YouKnow, c'est un organisme de formation professionnelle en ligne qui est basé sur le format SPOC, Small Private Online Course. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, tout à fait. Alors, je m'appelle Pierre, j'ai 34 ans, je suis originaire de Montpellier et je suis arrivé il y a une dizaine d'années sur Paris pour travailler dans le monde de la formation et des ressources humaines. Aujourd'hui, j'ai rejoint l'entreprise YouKnow depuis 5 ans et j'ai 2 métiers. Je suis DRH et le nom de mon deuxième métier est un petit peu curieux, je pourrais peut-être l'expliquer plus tard. Je suis évangéliste, mais ça n'a aucun rapport avec la religion. Évangéliste, d'accord. Ok, écoute, tu vas nous expliquer ça. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer ce qu'est YouKnow ? Oui, YouKnow, on est un organisme de formation. On existe depuis 6 ans. On a été créé à l'époque où les MOOC, ces fameuses formations en ligne gratuites et ouvertes à tous, sont arrivées en France. Et moi, j'ai rejoint le projet quelques mois après sa création pour monter une activité de formation professionnelle. Et donc aujourd'hui, on est toujours là parce que ça a super bien marché. Les entreprises consomment énormément de formations digitales. Et nous, on propose un format particulier qui est le SPOC. C'est un acronyme qui veut dire Small Private Online Course. Concrètement, ce sont des formations digitales, donc qui se suivent en ligne, qui sont tutorées par des experts. Donc on est accompagné tout au long de la formation par un expert métier sur les compétences qu'on veut développer. Et on mise sur 2 modalités pédagogiques qui sont essentielles pour nous et que souvent on avait oublié dans la formation à distance, qui sont l'apprentissage par la pratique et l'apprentissage en groupe. On fait des formations sur les compétences essentielles d'aujourd'hui, souvent celles qu'on appelle les fameuses compétences du 21e siècle, et donc notamment les soft skills, gestion du temps, faire des feedbacks, parler en public, gérer son stress, etc. Et donc on a une 50aine de formations qui sont certifiantes, et la plupart sont éligibles au compte personnel de formation. On propose donc ces formations à ceux qui veulent utiliser leur compte personnel de formation, c'est-à-dire leur CPF, et on les propose aux entreprises qui veulent former leurs salariés. Aujourd'hui, on travaille avec 40% du CAC 40, et donc essentiellement des grandes entreprises avec les directions formation de ces grandes entreprises. D'accord. Et vous êtes combien dans l'entreprise ? On est 40 collaborateurs répartis à Paris et Lyon. Ok. Alors Pierre, en quoi, selon toi, la formation est indispensable en entreprise et quels sont les bénéfices lorsqu'on forme ses collaborateurs ? Il y en a 3, je dirais. Le premier, il existe depuis la nuit des temps, mais il faut songer à ne pas l'oublier, c'est la performance de l'entreprise. Former ses collaborateurs, c'est leur permettre de développer des compétences sur les métiers qu'ils exercent, et donc ça impacte nécessairement la performance de l'entreprise. Le deuxième, c'est pour répondre à un enjeu d'adaptabilité, voire d'agilité. Les entreprises évoluent de plus en plus vite avec l'arrivée du digital, et donc les métiers aussi, et donc les compétences aussi. Et si les entreprises ne mettent pas beaucoup d'énergie sur la formation, très rapidement, elles ne seront plus à jour dans les compétences qu'il faut avoir pour que les collaborateurs exercent correctement leur métier. Et les 2 impacts pour les collaborateurs, c'est qu'ils seront moins performants et qu'ils seront moins épanouis. Et la troisième raison, c'est une raison un petit peu plus RH, c'est la fidélisation. Moi, ça fait 5 ans que je fais du recrutement chez YouKnow et j'ai entendu énormément de fois en entretien de recrutement la question « Qu'est-ce que je vais apprendre si je vous rejoins ? Qu'est-ce que vous m'apprendrez ? Quel sera mon parcours d'apprentissage chez vous ?» C'est une question qui revient de manière très récurrente. Et inversement, quand on a des personnes qui quittent l'entreprise, de temps en temps, dans les discours, il y a moi, j'avais fait le tour de mon poste et aujourd'hui, je n'apprends plus rien. Or, c'est ça que je cherche dans mon métier. Et donc, soit je veux changer juste de poste chez YouKnow, soit je ne vois pas d'autres postes chez YouKnow qui pourraient m'apprendre quelque chose par rapport à ce que j'ai envie de faire. Et donc, c'est pour ça que je change de projet. Et donc, vous-même, j'imagine qu'en interne, vous formez vos collaborateurs ?
Oui, on considère que c'est un sujet extrêmement important et vu qu'on est nous-mêmes organismes de formation, pour ne pas tomber dans le fameux dicton « les cordonniers sont les plus mal chaussés », on développe une culture de la formation via différents moyens. Oui. Eh bien, tiens, justement, en parlant de culture, est-ce que tu pourrais nous décrire celle de YouKnow ? Oui, alors avec grand plaisir. C'est un sujet qui est très important chez YouKnow depuis le début. La culture d'entreprise, rapidement, pour la définir, ce sont les comportements et les habitudes qu'ont un collectif au sein d'une entreprise et qu'en général on formalise via des valeurs. De notre point de vue, c'est l'un des sujets centraux dans la réussite du projet parce qu'avoir une culture forte, c'est ça qui nous permet de driver les décisions, les comportements et les initiatives de tout le monde, peu importe le poste qu'on a dans l'entreprise et le niveau de responsabilité. Et le fait de les avoir formalisés et de les assumer, ça permet aux gens d'être beaucoup plus autonomes plutôt que de devoir toujours faire valider des décisions, des initiatives par un manager, par un directeur, etc. Le fait de le formaliser, ça nous permet donc de donner de l'autonomie aux gens et donc de les rendre plus épanouis. Et puis, ça nous aide beaucoup dans le recrutement parce que ça nous permet, au-delà des compétences techniques et des soft skills des collaborateurs, de voir si globalement leurs valeurs sont compatibles avec les nôtres et s'ils pourront réellement se projeter à long terme dans l'entreprise quand ils nous rejoignent. Et selon toi, quels peuvent être les freins finalement pour accéder à la formation dans les entreprises ? Pourquoi les entreprises n'y vont pas davantage ? De notre point de vue, parce que c'est l'une des questions qu'on pose le plus aux gens avec qui on travaille, donc les directions formation des entreprises, le premier frein, et c'est unanime, toutes les études qu'on a fait font ressortir ce frein en premier, c'est le frein culturel. C'est quel est le rapport de l'entreprise à la formation de manière générale. Pour donner les deux extrêmes, il y a des entreprises dans lesquelles, quand un collaborateur suit 3 formations dans une même année, il pourra faire l'objet de remarques. On pourra lui dire mais tu travailles quand même parce que tu as suivi 3 formations cette année. Ça traduit d'un état d'esprit, ça ne traduit pas d'une véritable culture de la formation. À l'opposé, il y a d'autres entreprises où quand une personne n'a pas suivi de formation pendant 1 an, on va aller l'interpeller sur ce sujet. Mais pourquoi est-ce que tu n'as pas pris le temps de te former ? C'est hyper important. Est-ce qu'il faut qu'on t'enlève 1 ou 2 missions pour que est-ce que c'était une question de temps, de priorité ? Est-ce que tu es plus motivé dans le projet ? C'est pour ça que tu ne te formes plus ? Ça, ce sont les deux extrêmes de la culture de la formation qu'on peut avoir dans une entreprise. Et le premier frein, c'est que globalement, on dit souvent... on parle souvent du fait que c'est l'une des spécificités françaises. Je ne sais pas si c'est une spécificité française, mais c'est vrai que notamment les pays anglo-saxons, eux, ont une grosse culture de la formation et ne rencontrent pas les freins qu'on voit notamment dans les grandes entreprises françaises. Et le deuxième frein, dès qu'on parle de formation digitale, il a été pendant un temps technique, parce que tout le monde n'avait pas les compétences pour se former en toute autonomie sur un ordinateur, sur des logiciels relativement modernes, bien qu'il y avait beaucoup de logiciels qui étaient assez vieux au final pour se former. Mais aujourd'hui, ça remonte quasiment plus. Ce n'est plus un sujet technique, et donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et tous les autres freins dont on pourrait parler, pour moi, ils sont derrière le premier que j'ai cité, qui est le frein culturel. Parce que quand on dit on n'a pas assez de temps, on n'a pas le matériel pour... S'il y avait une culture de la formation, on dégagerait du temps, on prévoirait des plages horaires pour ça, on prévoirait le matériel pour que les gens puissent se former, même s'ils n'ont pas d'ordinateur, parce qu'ils travaillent dans une usine, parce qu'ils sont sédentaires, etc. On ferait en sorte qu'il y a des entreprises aujourd'hui dans lesquelles les collaborateurs n'ont pas d'adresse email professionnelle. Pour moi, ça traduit du fait qu'ils nécessairement, il leur manque des éléments, mais il leur manque une culture de la formation, parce que ça veut dire qu'ils ne pourront même pas s'identifier sur des plateformes de formation tout au long de l'année. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a aujourd'hui trop de formations finalement ? Alors, trop de formations, moi je ne peux pas dire ça, parce que je considère que oui, il y en a énormément, et ça pose des problèmes. En fait, il y a trop d'organismes de formation, et ça rend l'offre extrêmement complexe. Quand on est un particulier, un demandeur d'emploi, ou un salarié qui veut se former sur son temps personnel, ou quand on est un responsable formation dans une entreprise, on est confronté aux mêmes problématiques qui sont... Mais moi, j'ai identifié mon besoin de formation. Par exemple, je veux développer des compétences pour apprendre à mieux parler en public. Il y a je ne sais pas combien de formations sur cette thématique. Il y a je ne sais pas combien d'organismes de formation qui en proposent. Il y a plein de formats différents. Pour donner juste 2 chiffres, en France, à date, il y a 60 000 organismes de formation. Même s'il y en a beaucoup qui sont représentés que par une personne, c'est déjà énorme. Et il y a plus de 400 acteurs EdTech qui sont nés ces 3 dernières années. Donc avec le digital, on a rajouté... on a complexifié l'offre de formation parce que chaque
acteur EdTech a proposé son propre format. Du coup, dans le paysage, c'est assez flou et ça devient difficile de savoir quelle est la bonne formation dont j'ai besoin, moi, en fonction de mon temps, de mes compétences digitales, de ma capacité à apprendre, de mon besoin de monter en compétences, etc. Mais ça reste quand même une bonne nouvelle parce que ça permet d'avoir une offre riche. Et justement, vu que les besoins sont nécessairement différents d'une personne à une autre et d'une entreprise à une autre, le fait d'avoir un choix comme ça permet d'augmenter les chances qu'on trouve une offre de formation qui soit efficace par rapport aux besoins de montée en compétences qu'on a. C'est pour ça que c'est quand même plutôt une bonne nouvelle, même si ça a des inconvénients. Alors, quelles sont les aides qui permettent d'accéder à la formation ? Est-ce que tu peux nous les décrire ? Alors, la première aide, si on regarde les chiffres aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier, c'est son employeur. Quand on est salarié dans une entreprise, le principal financeur de la formation, ça reste l'employeur. Même si on dit que les budgets formation sont en baisse, les budgets formation des entreprises en France restent considérables. Quand on veut se former sur son temps libre ou quand on est demandeur d'emploi ou étudiant, les aides pour se former, elles s'articulent essentiellement autour maintenant du compte personnel de formation, le CPF. Le compte personnel de formation, c'est ce que détient toute personne qui est active, qui a déjà travaillé, donc qui a accumulé des crédits. Et ce sont des crédits en euros, on le détient en tant que citoyen, ce compte, qu'on va pouvoir dépenser pour s'acheter des formations. En général, les formations, les financements de ces formations sont complétés, soit parce qu'on est demandeur d'emploi, elles sont complétées par Pôle emploi ou par les régions, parce qu'on n'a pas forcément assez de crédit pour avoir une formation qui nous permet d'apprendre un nouveau métier, soit par l'employeur quand on est un salarié dans les entreprises. C'est une tendance qui était bonne ces dernières années et qui devient de plus en plus forte avec la dernière réforme de la formation, où les entreprises, pour inciter leurs collaborateurs à se former, à mobiliser leur CPF, vont dire tu pourras le faire sur ton temps de travail, comme ça tu es rémunéré, et en plus on va compléter, on parle d'abondement, on va compléter, nous-mêmes on va mettre de notre poche pour t'aider à financer ta formation certifiante sur tel ou tel sujet ou sur tel métier. Et après, la troisième aide, ça n'en est pas une, c'est que maintenant, on a des formations gratuites qui sont disponibles sur Internet. Ça fait à peu près 5 ou 6 ans. Alors, les formations gratuites ont plein de défauts, mais elles ont aussi des qualités. La première, c'est qu'on peut se former quasiment à ce qu'on veut aujourd'hui. Alors, en plus, si on est bilingue et qu'on parle anglais, on peut se former à tous les sujets, même les sujets les plus improbables. L'inconvénient, c'est que ça nécessite d'être très autonome et endurant. Sinon, on va au mieux acquérir quelques connaissances en suivant ces formations gratuites, mais vu qu'on n'est pas accompagné, on n'aura pas développé réellement de compétences. Et donc aujourd'hui, sur ces formations gratuites, il n'y a que les personnes les plus assidues. On estime que c'est à peu près 5% des apprenants dans ces formations-là qui vont suffisamment aller loin dans la formation pour développer des compétences qui leur serviront demain dans le métier qu'ils exercent déjà ou qu'ils veulent exercer. Et selon toi, quel est l'avenir de la formation et quelles sont les innovations qui arrivent dans le domaine ou qui sont à guetter ? Alors, je vais commencer par l'innovation qui n'en sera pas une ces prochaines années, c'est l'intelligence artificielle. Quand on se balade dans les salons de la formation professionnelle, on voit beaucoup de gens dire « Oui, nous, on a mis de l'intelligence artificielle dans nos formations ». De notre point de vue, chez Youno, il y a déjà tellement de progrès techniques à faire pour passer la formation sur un format digital que c'est ça la priorité, et qu'il y a tellement peu de formations digitalisées qu'on n'a pas assez de données pour nourrir une éventuelle intelligence artificielle qu'on déploierait dans les dispositifs de formation. Mais dans, 5, 10, 15 ans, quand il y aura assez de données d'apprentissage, là, on aura de quoi faire quelque chose avec l'intelligence artificielle pour optimiser l'efficacité des dispositifs de formation. Et donc, en attendant l'intelligence artificielle, il y a une tendance actuelle émergente sur laquelle je pense tout le monde est d'accord, c'est ce qu'on appelle l'immersive learning. Donc, ce sont les dispositifs de formation qui utilisent la réalité augmentée et ou la réalité virtuelle pour certains dispositifs de formation. Au début, c'était surtout réservé au monde industriel ou aux formations en sécurité. Le cliché des premiers modules de formation en réalité virtuelle, c'est dans une centrale nucléaire, on va simuler qu'il y a un incident. On ne peut pas le simuler en vrai parce que ça nous coûterait trop cher, ce serait trop dangereux. On fait ça dans un univers de réalité virtuelle. Ça, c'était les débuts. Maintenant, les formations en réalité virtuelle touchent même aux soft skills. C'est-à-dire qu'il y a plein d'acteurs qui se sont lancés pour apprendre à parler en public via des casques de réalité virtuelle. Je n'entrerai pas dans le détail, mais
c'est hyper intéressant ce qu'ils arrivent à reproduire et comment ils arrivent à tromper le cerveau pour permettre de réellement développer des compétences alors qu'il n'y a pas de vrai public devant les personnes qui se forment. Les deux tendances pour ces prochains mois ou ces prochaines années qui émergent dans certains pays, en France on voit encore assez peu d'exemples, mais nous, YouKnow, on s'y intéresse de près et on est convaincu qu'il va y avoir des acteurs dédiés à ça. La première, c'est le nudge, et la deuxième, excusez-moi pour les anglicismes, c'est le in the flow learning. Le nudge, on pourrait traduire ça par un coup de pouce. Concrètement, c'est quelque chose qui consiste à inciter les gens sans les contraindre à faire quelque chose pour qu'ils développent des comportements, et la répétition de ces comportements leur permettront de développer des compétences. Prenons un exemple hyper simple qui n'a rien à voir avec la formation. Dans la ville de Chicago, ils ont fait une expérience de nudge, parce que ça ne s'applique pas qu'à la formation. Leur objectif, c'était de faire en sorte qu'il y ait plus de personnes qui montent les escaliers normaux que les escalators. Ils avaient 70% des gens qui sortaient du métro qui prenaient l'escalator, 30% qui prenaient les escaliers. Avec le concept du nudge, ils se sont dit on ne peut pas les contraindre. Si on met un panneau ou si on leur dit prenez les escaliers ou c'est mieux pour votre santé, globalement ça ne marche pas beaucoup. On peut au mieux influencer quelques comportements. Et donc pour inciter, ça a coûté cher mais c'était une expérience, transformer les marches d'escalier par des touches de piano géantes, et à chaque fois qu'on passait sur une touche de piano, ça faisait une note de musique. En 2 semaines, ils ont inversé le ratio que je vous donnais tout à l'heure, c'est-à-dire que 70% des gens prenaient les escaliers normaux et il n'y avait plus que 30% des gens qui prenaient les escalators. Ça, c'est l'un des meilleurs symboles du nudge, c'est-à-dire on a contraint personne, on les a incités en leur proposant quelque chose qui était susceptible de leur plaire, et du coup, ils ont modifié leur comportement, et on peut imaginer que dans d'autres situations, ils prennent des escaliers normaux plutôt que les escalators. D'accord. On peut dire qu'ils ont acquis cette habitude. Oui, il y a une partie d'inconscient puisque c'est de la suggestion et de l'incitation. Dans le monde de la formation, c'est aussi un tout petit peu inconscient. Prenons un exemple très simple. Aujourd'hui, l'un des sujets à la mode dans les formations, c'est le feedback, parce que c'est devenu stratégique dans les... Enfin, ça l'était déjà, mais on a réalisé que c'était vraiment stratégique dans les entreprises. L'un des exemples appliqués à la formation du nudge, c'est qu'on pose des questions aux apprenants toutes les semaines, une fois qu'ils ont fini la formation, pour leur demander combien ils ont fait de feedback positif à leur équipe. On ne leur dit pas « tu dois faire des feedbacks positifs à ton équipe », on leur demande combien. Donc ils sont libres de répondre 0, 1, 2 ou 3. Et c'est une manière de suggérer et d'inciter pour qu'ils développent cette pratique et qu'après, même quand nous, YouKnow, organisme de formation, on n'est plus là, eux aient développé une habitude, et le fait de le faire de manière répétée, c'est de la pratique, et donc ils vont développer des compétences par eux-mêmes sur leur capacité à donner des feedbacks positifs à leurs collègues. Ok, on va revenir à toi, Pierre, à ton parcours. Est-ce que tu as toi-même été formé ? Est-ce que tu as eu beaucoup de formations dans ta vie ? Alors, j'ai été formé, la formation initiale, moi j'ai fait la fac de droit. Je ne m'en suis toujours pas remis parce que j'ai beaucoup aimé le droit, mais j'ai vraiment détesté l'université. C'était très descendant, très théorique. Je suis sorti de 5 ans de droit, je ne savais pas vraiment ce qu'était une entreprise et je ne savais pas du tout ce qu'était le business. Et on me demandait d'aller me vendre en entreprise pour me faire embaucher. Donc c'était un petit peu compliqué. Après, j'ai travaillé pendant 5 ans dans un organisme de formation et donc j'ai eu la chance de pouvoir suivre les formations qu'on me proposait. Mes premières expériences, elles n'étaient pas géniales. Ma toute première formation, ça durait 3 jours. Je suis arrivé dans une salle où il n'y avait pas de lumière du jour, parce que c'était au sous-sol, il n'y avait pas de fenêtre. Il y avait des néons, de la moquette, et on avait tous un dossier pédagogique de 400 pages imprimé, pas d'ordinateur. Et les 3 jours étaient très, 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 très durs. 2 semaines après, j'avais oublié quasiment tout ce que j'avais appris. J'en ai suivi d'autres. J'en ai suivi des formations incroyables, y compris en présentiel ou notamment sur le développement personnel. J'ai eu des avant-après. Quand on se forme sur la confiance en soi ou sur la gestion du stress, il y a vraiment eu des avant-après dans ma vie professionnelle et personnelle. Donc ça, c'était des formations d'il y a 6 ou 7 ans. Je me rappelle encore de la moitié de ce qui s'est passé, tellement ça m'a apporté. Et puis, quand j'ai commencé à regarder d'autres horizons, donc il y a 5 ans, avant de rejoindre YouKnow, j'ai commencé à me former en ligne. Et là, j'ai découvert, c'est encore autre chose. Mais j'ai suivi le premier MOOC français qui était le MOOC sur la gestion de projet et j'ai découvert que je pouvais, moi, gérer des projets. Je ne savais pas, je n'avais jamais eu à gérer vraiment des projets au sens strict. Et c'est là que j'ai commencé à tomber dans la passion pour la formation en ligne qui rend les choses accessibles à tout le monde, soit parce que c'est moins cher, soit parce que c'est gratuit, soit parce que sinon les gens n'auraient pas pu se former. Donc c'est devenu une passion personnelle. Et alors, tu nous parlais tout à l'heure, tu disais que tu étais évangéliste. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ça veut dire quoi ?
Oui, alors c'est un terme un petit peu curieux qui est assez connu aux États-Unis. C'est là-bas qu'on est allé le prendre. À l'origine, les premières entreprises technologiques aux États-Unis, elles ont été confrontées à un problème qui est qu'elles estimaient avoir des produits, des super produits, mais vu que les personnes susceptibles de les acheter ne comprenaient pas la technologie qu'il y avait derrière, elles ne comprenaient pas l'intérêt du produit et donc ne l'achetaient pas. Et donc ils ont créé cette fonction d'évangéliste il y a quelques années, et c'est mon métier chez YouKnow. Chez YouKnow, ça consiste à expliquer aux entreprises et à toutes les personnes qui s'intéressent à la formation par quelles évolutions passe la formation aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de formats différents ? Comment est-ce qu'on fait pour se former de manière plus efficace ? Qu'apportent les neurosciences dans la formation ? Donc d'expliquer tous ces sujets pour que demain, si les entreprises ont des besoins de formation, elles se disent « Ah mais ok, là la technologie ou tel format qui s'est digitalisé, ça pourrait me permettre de mieux répondre à mon besoin ». Être évangéliste, c'est pas pour autant faire de la publicité. Moi, je dis à la fin de mes interventions, que ça soit dans des podcasts, dans des conférences, dans des webinaires, dans des interviews, je dis, je travaille chez YouKnow et voilà ce que nous on fait, mais je dis pas on est les meilleurs. Le travail d'un évangéliste, c'est d'expliquer ce qui se passe dans un secteur. Donc, je parle aussi de mes concurrents pour informer les interlocuteurs avec qui j'échange au quotidien et les laisser libres après de leur choix, de faire leur choix en connaissance de cause. L'un des points importants là-dessus, c'est de ne certainement pas les orienter vers la formation digitale si ça ne sert pas les objectifs de leur projet de formation. Parce que la formation digitale ne répond pas à tous les enjeux de formation. Est-ce que tu as un mantra, Pierre, qui résume bien ton quotidien au boulot ? Oui, alors est-ce que ça résume bien mon quotidien ? Je l'espère en tout cas, mais ma citation, en fait, c'est le titre d'un bouquin qui est l'un des livres les plus incroyables que j'ai lu 3 ou 4 fois déjà et que j'ai offert à beaucoup de monde, qui s'appelle « Ego is the enemy », et qui, en résumé, veut dire qu'il faut qu'on fasse vraiment très attention dans le rapport qu'on a à soi et à son propre ego, parce que dès qu'on a des comportements, qu'on prend des décisions dans le cadre d'un rapport malsain avec son ego, on peut être tenté de le faire pour prendre des raccourcis, pour aller plus vite, mais in fine, la plupart du temps, on va se planter. Et je l'ai vu pour moi, je l'ai vu pour mon entourage. Et donc, il faut développer un rapport beaucoup plus sain avec son ego pour prendre des décisions plutôt en phase avec ses propres valeurs personnelles. Et donc, ça fait le lien avec... c'est d'ailleurs l'une de nos valeurs chez YouKnow, qui est que l'intérêt collectif doit toujours primer sur l'intérêt individuel. Et avoir un rapport sain à son ego, c'est ne pas trop favoriser son propre sort du moment où on appartient et on est dans un collectif. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Alors, on va rêver un petit peu maintenant. Si tu avais un pouvoir, par exemple de réformer quelque chose ou de faire naître une nouvelle loi, que ferais-tu ? Alors, vu que j'ai 2 métiers, je vais répondre à la question si j'avais 2 pouvoirs. Si j'avais un pouvoir en tant que DRH, ce serait pas forcément de créer une nouvelle loi, mais de faire évoluer le droit du travail, parce que même s'il a beaucoup évolué ces dernières années, notamment en termes de risques psychosociaux, aujourd'hui, je trouve que le droit du travail ne protège pas assez les salariés qui, sans savoir si elles le sont réellement, s'estiment en risque psychosocial. Je suis en burn-out, je pense que je suis harcelé, j'ai un conflit avec mon manager et j'en souffre physiquement, mentalement. Et aujourd'hui, il y a quelques leviers qu'on peut actionner, mais ce qui se passe dans les faits, c'est qu'en général, c'est quand c'est trop tard qu'on s'en préoccupe. C'est-à-dire quand la personne est partie, ou quand il y a eu un clash avec l'autre personne avec qui on était en conflit, ou quand on est au prud'homme, ça devient des sujets de dommages et intérêts, et du coup, on n'a rien fait pour prévenir cette situation. Et le droit du travail, il donne des mesures préventives pour les entreprises, mais il donne, à mon sens, pas assez de moyens très concrets pour les salariés, par exemple, de signaler des comportements à l'inspection du travail, sans savoir si on est vraiment harcelé ou pas, parce que c'est très très dur, si on prend l'exemple du harcèlement, de savoir si on l'est, mais de mettre ça dans les mains d'une instance qui est l'inspection du travail, qui, elle, pourra aider la personne en plus du médecin du travail, et pourra éventuellement intervenir dans l'entreprise si elle voit qu'il y a différents signalements qui concernent la même entreprise ou la même personne. Donc ça, ce serait si j'avais un pouvoir, je ferais évoluer le droit du travail en ce sens-là. Ça sent le vécu, ça, non ? Oui. J'ai eu 2 expériences dans ma vie. Ma première, c'était dans un organisme de formation professionnelle et ici chez YouKnow. Et les 2 fois, j'ai été confronté
en tout cas dans ma perception des choses, à ce genre de situation. Donc en tant que DRH, si j'avais un pouvoir, je donnerais encore plus de protection et de moyens de protection aux salariés. Et sur mon deuxième métier, je suis évangéliste, je travaille dans un organisme de formation. Là, c'est très simple, je mettrai en place une loi pour que, aujourd'hui, il y a énormément de financements publics qui servent à financer des formations, ce qui est une bonne chose en soi, sauf qu'il y a beaucoup de formations qui sont financées par l'argent public qui sont très peu efficaces. Parfois, on ne développe même pas de compétences à la fin, et c'est pas grave en soi. Par contre, vu que c'est de l'argent public, je considère que c'est pas normal. Et donc, une loi qui sanctionnerait ou qui empêcherait que des fonds publics financent des formations qui, in fine, n'aident pas la personne à développer des compétences et demain à mieux faire son métier ou à avoir une mobilité professionnelle ou apprendre un nouveau métier, ce serait si j'avais ce pouvoir-là, je serais ravi de lancer une loi sur ce sujet. On arrive à la fin de l'interview. Merci beaucoup Pierre d'avoir participé à ce nouvel épisode de Recrute-moi si tu peux. Et puisqu'on parle de recrutement, est-ce que YouKnow recrute en ce moment ? Oui. Alors déjà, merci de m'avoir donné la parole sur ce podcast. C'était un grand plaisir. Chez YouKnow, on a plusieurs recrutements ouverts. On est en pleine croissance, donc on recrute tous les trimestres. On a des postes ouverts sur ces prochains trimestres, essentiellement pour ceux qui s'intéressent à concevoir des formations. On cherche des concepteurs de formation. On cherche des commerciaux parce qu'on est en très forte croissance et donc on a besoin de plus de profils commerciaux, peu importe qu'ils soient juniors ou expérimentés, pour continuer de vendre nos formations. Et enfin, on recherche des profils techniques pour développer, puisqu'on a créé notre propre plateforme de formation pour maîtriser l'expérience d'apprentissage de A à Z. On veut proposer la meilleure expérience de formation en ligne du marché. Selon plusieurs personnes chez YouKnow, on y est déjà. C'est un débat dans lequel je n'entrerai pas, mais on a besoin de développeurs pour continuer de proposer une expérience incroyable de formation en ligne. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à te remercier, Pierre. Merci beaucoup et bonne continuation à toi. Merci beaucoup, bonne continuation également. Merci Pierre, merci à vous tous qui nous avez écoutés aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez noter le podcast sur les plateformes d'écoute, le partager, le faire savoir à vos amis. Je tiens également à remercier l'ensemble des personnes qui ont travaillé aujourd'hui sur ce podcast, à commencer bien sûr par Léonore, Brigitte et Jean-Jacques. À bientôt pour un nouvel épisode de Recrute-moi si tu peux. Salutations!